Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver et très heureuse de retrouver comme chaque semaine Jean-Eudes Tesson. Bonjour Jean-Eudes et Joseph Touvenel. Comment allez-vous messieurs? Est-ce que tout va bien chez vous? Vous avez le droit de répondre. Hein. J'ai mal à l'épaule. Il n'y a pas de piège. En fait, si je vous pose ces questions, ce n'est pas tout à fait innocent, puisqu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de la vie personnelle et de la prise en compte de sa vie professionnelle. Justement, voilà les limites à poser de la vie personnelle. En clair, jusqu'où peut-on prendre en compte la vie professionnelle, la vie personnelle de ses collaborateurs au sein de l'entreprise? L'usage veut que ces deux domaines soient clairement limités. Merci Joseph de laisser votre portable éteint. Dans les faits, difficile d'ignorer les contraintes que vit par exemple une mère célibataire, un père célibataire, une mère de famille nombreuse ou alors quelqu'un qui s'occupe d'un parent malade. Donc les exemples sont très nombreux. Jean-Eudes, un point déjà sur ce que dit le Code du travail ou ce qu'il ne dit pas d'ailleurs, hein, sur la prise en compte de la vie personnelle. Alors le Code du travail, il faisait référence aux obligations familiales impérieuses. Mais pour moi, c'est une restriction de ce sujet-là, parce que les obligations familiales impérieuses impactent les horaires de travail, sur tout ça, et la loi a été assez corrigée ces dernières années. Mais pour moi, cette question-là, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser même beaucoup, il y a une dizaine d'années. Dans la même journée, pratiquement, j'ai pris conscience de trois informations. J'ai reçu trois informations. La première, c'était à la radio. J'apprenais que des entreprises américaines demandaient à leurs salariés de se réunir en équipe de couple pour essayer de consolider leur vie conjugale pour qu'il n'y ait pas de préjudice au travail. C'est ahurissant. Oui. Ça, c'est aux États-Unis, ce n'est pas en France. Deuxième information, je suis toujours conseiller conjugal et familial, j'étais président du Clerc Amoureux Famille, et on avait envoyé un tract sur les activités de conseil conjugal dans une entreprise par le comité d'entreprise. Et dans la semaine qui a suivi, on a eu beaucoup de demandes d'entretien de conseil conjugal de la part de ses salariés. Donc l'entreprise avait simplement transmis une information sur le fait que le conseil conjugal existait. Troisième information qui m'avait marqué, c'est une statistique que je ne suis pas allé vérifier, mais le chiffre m'a interpellé. 60% des cadres de la région parisienne sont séparés et 80% des cadres supérieurs. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un lien entre le travail et la vie personnelle. Donc à partir du moment où il y a ce lien, qu'il est constaté et admis, la question qu'on se pose, c'est comment l'entreprise va prendre en compte la vie personnelle, privée, familiale, conjugale de ses salariés. Est-ce qu'elle est déjà obligée de prendre en compte cette vie personnelle? Moi, j'aimerais savoir, c'est une obligation de la part de l'employeur à prendre en compte ces contraintes familiales, personnelles dont vous parlez? Ben justement, c'est sur le travail de nuit, par exemple. Joseph doit connaître ça encore mieux que moi, mais je crois que c'est essentiellement le travail de nuit ou les horaires décalés, les changements d'horaire, qui est concerné par cela, c'est-à-dire pour les mamans de jeunes enfants ou peut-être des aidants, enfin pas peut-être des aidants. Le premier principe, il est posé à la limite par la Cour de cassation, par un arrêt Nikon, je crois, qui pose le principe du respect de l'intimité de la vie privée, y compris sur le lieu de travail. C'est-à-dire que l'employeur n'a pas tous les droits, y compris sur le lieu de travail, pour aller fouiner dans vos affaires. Dans vos mails, par exemple. Voilà. Et les mails, même quand j'utilise l'ordinateur de l'entreprise, l'employeur, dans mon absence, a le droit d'aller les voir, puisque c'est professionnel, sauf si j'ai indiqué que c'était un mail à titre personnel. Donc c'est un équilibre qui se fait de façon plus jurisprudentielle qu'autre chose. Et puis, il y a la loi à laquelle Jean-Eudes faisait référence, c'est la loi Aubry 2, qui parlait de l'obligation familiale impérieuse. En cas d'obligation familiale impérieuse, alors maintenant, qu'est-ce qu'une obligation familiale impérieuse? On en voit des exemples. C'est, à un moment donné, on veut me faire travailler la nuit, mais je vis seul. Qui va s'occuper de mes enfants? Et la loi me permettait de refuser sans que ça puisse être considéré comme une faute ou un licenciement. Madame El Khomri est passée par là. Maintenant, on peut me faire la même proposition, je peux refuser, et ça peut être un licenciement. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, ce sont des cas relativement atypiques et rares. Il ne faut pas non plus... Il faut se remettre dans le contexte, et le contexte, c'est encore le même. C'est celui du bon sens et de l'humain. On ne peut pas tout régler par les textes. Oui. Mais à un moment donné... on peut comprendre qu'il y a une interconnexion, l'entreprise est en interconnexion avec ses salariés et donc avec la vie familiale des uns et des autres.
il est normal, il paraît de bon sens à tout le monde que quand un salarié apprend soudainement le décès d'un proche sur son lieu de travail, il puisse partir. Alors, et que ce n'est pas considéré comme une faute. On peut nous trouver des cas totalement atypiques où l'employeur a considéré que c'était une faute. Bon, les tribunaux passant par là, on dit mais ça reste atypique. Humainement, on voit très bien, ça ne pose pas de problème. Et c'est bien ça, c'est cette histoire de bon sens. Mais on ne peut pas faire une coupure nette comme le salarié. Quand il est au travail, il est au travail. Il n'est pas chez lui. Il ne peut pas appeler tous les 4 minutes. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles qui sont d'abord des règles de bon sens, des règles d'humanité et des règles aussi parce que un travailleur, c'est un subordonné. Donc le chef d'entreprise organise la production. Mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi sous prétexte que mon petit va passer le bac et ça me stresse d'être toutes les 4 minutes au téléphone avec mon petit. Ah oui. Qui ne peut plus être petit quand on passe le bac. Hein. Les miens l'ont passé très jeunes parce qu'ils sont d'une famille. Voilà. C'est pas vrai. Non, mais, en fait, les domaines qui sont régis par des textes sont très peu nombreux. Il y a la répartition du temps de travail, il y a les mails, c'est-à-dire l'utilisation d'une adresse mail professionnelle à des fins privées. L'employeur n'a pas le droit d'aller consulter les mails privés. Et c'est un petit peu la seule chose qui est régie vraiment par des textes. En revanche, pour moi, la vraie question autour de tout ça, c'est la prise en compte des difficultés que le salarié peut rencontrer dans sa vie personnelle et qui impactent son travail. Parce qu'on peut rester passif face à ça, face à la détresse d'un salarié. Par exemple, sans parler de détresse, le salarié, pas forcément qui passe son bac, mais l'ado qui pourrit... Il n'y a pas beaucoup de salariés qui passent leur bac quand même. L'ado qui pourrit la vie de ses parents, ça c'est préjudiciable au travail. Parce que le salarié, il vient le matin et puis il peut ne plus penser qu'à cela et perdre de son efficience. Et si on constate sa baisse de productivité, performance, etc., on peut se poser des questions et c'est son propre job qui peut être remis en cause. En revanche, vous avez le droit d'être intrusif, d'aller poser des questions à votre salarié, vous dire voilà. Justement, il y a une façon de le faire. C'est de lui dire, écoute, ça ne va pas en ce moment, peut-être as-tu des problèmes personnels, ça ne me regarde pas, mais si tu as des problèmes personnels, je te demande d'être accompagné, de chercher de l'aide ailleurs. Et ce qui se fait aux États-Unis et au Canada, c'est non seulement je te le demande, mais je te donne les moyens. C'est-à-dire je te paye peut-être un accompagnement. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, mais fais-toi prendre en charge, parce que sinon ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Donc là, c'est... Il y a quand même la sanction, l'idée d'une sanction à la fin. On n'est pas obligé de le dire, mais en tout cas se dire simplement, je te sens mal en ce moment, fais-toi aider si tu n'es pas aidé. Déjà, c'est une attention à la personne, c'est une prise en compte de l'individu dans toutes les dimensions de sa personne, sans intrusion, et c'est ça la règle. C'est-à-dire que l'intrusion, c'est facile d'être intrusif. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as comme problème chez toi, etc. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais laisser au salarié la liberté d'exprimer ce qu'il vit chez lui ou pas, c'est cette première règle. Et puis après, en fonction de ce qu'il exprime, on l'accompagne. Moi, j'ai eu un exemple avec un salarié qui était, on en a peut-être déjà parlé dans une précédente émission, il était addict à la pornographie. Et il pratiquait sur son lieu de travail. Moi, je lui ai proposé d'être accompagné par un sexologue. Donc, j'étais potentiellement très intrusif dans ce domaine-là en particulier. Mais à partir du moment où je savais qu'il était accompagné, j'ai attendu qu'il soit guéri, parce que c'est une maladie. Et il est revenu un jour me remerciant parce qu'il était guéri. Mais parce qu'il lui a donné l'opportunité d'être accompagné. Oui, mais là, on est vraiment dans l'interaction vie personnelle et travail. Après, c'est pas forcément... de l'entreprise par rapport au domaine privé, le Code du travail prévoit quand même quelque chose, c'est que ça soit en fonction de la tâche à accomplir et proportionné. Par exemple, des entreprises, notamment des organismes HLM, à un moment donné, avaient décidé que le personnel qui faisait le nettoyage dans les HLM devait obligatoirement habiter dans le parc HLM de la société. Ça, la Cour de casse a dit non. C'est pas proportionné, c'est pas en fonction de la tâche à accomplir. La liberté du salarié, c'est de se loger où il veut, sauf cas très particuliers qu'il faut démontrer. Mais il y a des dérives, notamment aux États-Unis. Quand on voit ces grandes sociétés comme Facebook qui disent aux salariés femmes, vous voulez faire carrière chez moi ?
alors vous n'allez pas m'ennuyer avec des grossesses, des enfants, des gamins dont il faut s'occuper. Et moi, je vais congeler vos ovocytes. Je paye la congélation. On dirait Dieu le Père. Hein, il fait peur. L'entreprise va payer tout ça, mais alors surtout, vous ne nous ennuyez pas avec la maternité. Ce sont les mêmes qui viennent nous donner en permanence des cours sur la société qu'il faut faire, c'est très, très, très dangereux. Poser, ouais. Là, alors en France, ce n'est pas encore le cas, mais attention, mais ces grosses sociétés ont commencé où là, de façon caricaturale, elles interviennent dans la vie privée des hommes et des femmes. Ça, c'est du domaine de l'intime, du domaine familial, et c'est à la société et à l'entreprise de s'adapter au fait que ce sont des êtres humains et pas des robots, et de permettre à celles qui veulent avoir des enfants et qui peuvent avoir des enfants de prendre un temps pour la grossesse. C'est une chance pour tous. Donc on a vu l'entreprise qui était s'immiscer dans la vie privée, on a vu le salarié qui n'arrivait pas à mettre une barrière, en tout cas quelque chose d'étanche entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Comment dresser des limites là? Vous parliez tout à l'heure de votre salarié avec son problème d'addiction à la pornographie, mais comment... parce qu'après, on se sent redevable. C'est que quand vous avez commencé à accompagner quelqu'un, que vous l'avez même conseillé, il y a un moment où il faut revenir dans votre rôle de chef d'entreprise, de dirigeant d'une équipe. Voilà, il faut sortir de cette sphère intime en disant maintenant on bosse. Non, c'est évaluer. Si par exemple on se met d'accord avec le salarié sur le fait qu'il va être pris en charge par une structure extérieure, on a le droit, quelques semaines, quelques mois après, de faire un point avec lui, c'est-à-dire d'évaluer, c'est-à-dire aujourd'hui, tu avais exprimé le fait que tu avais des difficultés chez toi. Est-ce que ces problèmes sont réglés? Est-ce que ça avance? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça, c'est une attitude de management centrée sur la personne. Mais on peut aller au-delà de... L'intrusion, en tout cas, elle est facile à faire, elle est vite faite. Mais peut-être... Il y a une chose qui est importante, c'est de laisser l'autre dans sa liberté, le salarié. Je vais prendre un exemple. Rapide, parce qu'on arrive au terme simplement, en cas de mobilité géographique, on dit au salarié, écoute, voilà, je te propose de prendre tel poste. Peut-être que le salarié va dire, je suis obligé, je déménage, mais son conjoint ne peut pas déménager, il va être célibataire géographique. On ne connaît pas la vie du couple et on n'a pas à la connaître. Mais par contre, lui dire, écoute, réfléchis bien à cette question-là. Est-ce que tu es prêt à déménager? Et lui donner la possibilité de refuser. Et de refuser parce que dans sa famille... qu'on va mettre en danger son couple, peut-être, et donc sa famille. Dans l'entreprise, c'est comme dans la vie avec nos voisins. Il y a la façon de s'intéresser à son voisin naturellement, et puis celui qui est toujours par-dessus le mur est très intrusif à s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Voilà. Et bien dans l'entreprise, mais il est excellent. Joseph, il faut qu'il fasse du théâtre. Voilà, vous avez tout compris. Je pense qu'on ne peut pas être plus explicite sur cette difficile ligne à tracer entre la vie privée et la vie professionnelle. Merci à tous les deux de nous avoir apporté votre éclairage argumenté. À la semaine prochaine.